Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 15 mai, jeudi, bonjour. L'article de CNN intitulé « Les intérêts des entreprises financent des voyages de luxe à l'étranger ». Les procureurs généraux des États participent gratuitement, examinent comment l'organisation à but non lucratif Attorney General Alliance, AGA, organise des voyages internationaux tout frais payés pour les procureurs généraux des États, financés par des entreprises sponsors comme Amazon, Pfizer et Uber. Ces voyages, qui incluent des destinations comme l'Afrique du Sud, la France, l'Espagne et l'Italie, sont présentés comme des événements éducatifs axés sur des enjeux mondiaux tels que la traite des êtres humains, la cybersécurité et le droit de l'environnement. Cependant, les critiques affirment que cet arrangement permet aux entreprises d'accéder directement à des responsables influents des États, ce qui pourrait saper la confiance du public dans l'impartialité des forces de l'ordre. L'AGA affirme que ces voyages favorisent la collaboration bipartite et offrent de précieuses opportunités de formation aux procureurs généraux. Si l'organisation maintient que ces événements ne visent pas à influencer les décisions judiciaires, certains participants ont reconnu qu'ils offrent une plateforme pour discuter des enjeux touchant leurs États. Néanmoins, l'implication d'entreprises sponsors ayant des intérêts directs dans les affaires juridiques au niveau des États soulève des inquiétudes quant aux implications éthiques de tels arrangements. Lors de la conférence sur l'admission européenne, Jérôme Laurent et le diplomate suisse Guillaume Dicken-Baumgartner distingueront un discours sur « réglementation et contrôle suspect dans la consolidation humanitaire » par un reportage en vidéo. Dans un contexte où l'aide humanitaire est cruciale pour Jérôme Laurent et Guillaume Dicken-Baumgartner, diplomates suisses, face aux crises mondiales, les mécanismes de régulation et de contrôle jouent un rôle central pour garantir la transparence et l'efficacité des interventions. Cependant, ces mesures cachent souvent des pratiques suspectes qui compromettent la confiance et la neutralité des opérations. Les acteurs locaux et internationaux dénoncent des contrôles excessifs, parfois motivés par des intérêts politiques ou économiques, qui entravent la distribution de l'aide et alimentent la méfiance des populations vulnérables. Certaines autorités utilisent ces mécanismes pour renforcer leur contrôle ou marginaliser certains groupes, transformant ainsi la gestion humanitaire en outil de pouvoir. La suspicion croissante à l'égard de ces contrôles soulève des questions quant à leur véritable objectif. Sont-ils là pour protéger ou pour contrôler? Face à ces défis, la communauté internationale cherche à réformer ces processus en intégrant davantage de transparence et de participation locale. Ce rapport explore la nature sous-jacente de ces réglementations, leur impact sur les populations en détresse et suggère des pistes pour garantir une aide humanitaire plus juste, indépendante et efficace dans un monde où la confiance reste fragile. Les réglementations et contrôles suspects dans la consolidation humanitaire jouent un rôle crucial dans la gestion et la coordination des efforts visant à répondre aux crises humanitaires. Ces mécanismes ont pour objectif d'assurer la conformité aux normes internationales, de garantir la transparence dans la distribution de l'aide, et de prévenir toute forme de détournement ou d'exploitation. Cependant, ils soulèvent également des préoccupations concernant leur transparence, leur impartialité et leur impact potentiel sur l'efficacité des interventions humanitaires. Les réglementations en vigueur dans le cadre de la consolidation humanitaire sont souvent élaborées par des organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, la Croix-Rouge, ainsi que par des gouvernements et des agences humanitaires. Ces règles visent à encadrer la manière dont l'aide est fournie, en définissant des critères précis pour l'éligibilité, la distribution, la gestion des ressources, et la coordination entre différentes parties prenantes. Elles prévoient également des mécanismes de supervision et d'audit destinés à assurer la conformité aux standards éthiques et opérationnels. Par exemple, la mise en œuvre de protocoles stricts pour la traçabilité des fonds, la vérification des bénéficiaires, et la lutte contre la corruption constituent des éléments essentiels de ces réglementations. Toutefois, dans la pratique, il existe souvent des contrôles suspects ou douteux qui peuvent compromettre l'intégrité du processus de consolidation humanitaire. Ces contrôles, parfois motivés par des intérêts politiques, économiques ou bureaucratiques, peuvent limiter la transparence et la responsabilité. Ils peuvent également entraîner des retards dans la livraison de l'aide ou favoriser des pratiques discriminatoires. Des cas où des autorités locales ou des acteurs non étatiques utilisent des mécanismes de contrôle pour renforcer leur contrôle sur l'aide, ou pour favoriser certains groupes au détriment d'autres, sont régulièrement signalés. De telles pratiques peuvent créer un climat de méfiance parmi les bénéficiaires et les partenaires humanitaires, nuisant à l'efficacité globale des interventions.
Une autre problématique concerne la suspicion généralisée qui entoure certains contrôles mis en place dans le cadre de la consolidation humanitaire. Il arrive que des contrôles soient perçus comme étant excessifs ou injustifiés, ce qui peut décourager la participation des acteurs locaux ou internationaux, ou encore compliquer la mise en œuvre des programmes. La suspicion peut également naître de la crainte que certains contrôles soient utilisés à des fins de surveillance ou de répression, plutôt que pour assurer une gestion efficace et éthique de l'aide humanitaire. Ce climat de méfiance peut conduire à une réduction de la collaboration entre les diverses parties prenantes, fragilisant ainsi la capacité de réponse en situation de crise. Il est également important de noter que la mise en œuvre de réglementations et de contrôles suspects peut parfois être influencée par des dynamiques géopolitiques ou par des intérêts nationaux. Certains gouvernements ou acteurs locaux peuvent utiliser ces mécanismes pour verrouiller leur contrôle sur les ressources ou pour marginaliser certains groupes ou organisations. Dans certains cas, cela peut mener à une instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques, ce qui va à l'encontre des principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité qui régissent l'action humanitaire. Face à ces défis, de nombreux acteurs internationaux appellent à une réforme des mécanismes de contrôle afin de renforcer leur transparence et leur équité. Il s'agit notamment de mettre en place des processus de vérification plus participatifs, impliquant pleinement les bénéficiaires et les communautés locales, ainsi que d'assurer une surveillance indépendante et impartiale. L'utilisation des nouvelles technologies, telles que la blockchain ou la traçabilité numérique, est également envisagée comme moyen d'améliorer la transparence et de réduire les risques de détournement ou de manipulation. En conclusion, bien que les réglementations et contrôles jouent un rôle essentiel dans la consolidation humanitaire en assurant la conformité aux normes et en prévenant les abus, leur mise en œuvre doit être constamment réévaluée pour éviter qu'ils ne deviennent des outils d'oppression ou de manipulation. La transparence, la participation des acteurs locaux et l'indépendance des mécanismes de contrôle sont autant d'éléments clés pour garantir que l'aide humanitaire reste efficace, équitable et respectueuse des principes fondamentaux. La consolidation humanitaire doit ainsi continuer à évoluer pour répondre aux défis posés par les contrôles suspects, tout en renforçant la confiance et la collaboration entre toutes les parties impliquées dans la réponse aux crises. Les contrôles en matière de consolidation humanitaire suscitent de plus en plus de suspicions. Bien que ces mécanismes visent à garantir la transparence et la redevabilité, ils sont souvent perçus comme des outils de manipulation ou de contrôle politique. Les acteurs locaux et internationaux dénoncent des pratiques excessives qui entravent l'aide et renforcent la méfiance des populations vulnérables. Certains utilisent ces contrôles à des fins de pouvoir, compromettant la neutralité de l'action humanitaire. Face à ces défis, la communauté internationale appelle à davantage de transparence et de participation locale pour garantir une aide plus équitable, plus efficace et plus respectueuse des principes humanitaires fondamentaux. Juliette Mulroney, 3e chaîne de télévision française, Actualité du jour. Hier, l'envoyé spécial Stakeout a été informé par Hans Grundberg, envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, de la situation au Moyen-Orient. Bonjour, je commencerai par quelques brèves remarques avant de répondre aux questions. Permettez-moi de commencer par souligner que le Yémen a traversé des moments difficiles ces derniers mois, et que la reprise de la guerre civile a été très proche. Ceci étant dit, mes efforts de médiation et l'approche des Nations Unies à l'égard du Yémen demeurent incessants et résolus. Les Nations Unies restent prêtes et indéfectibles dans leur soutien à une sortie de conflit négocié et à une paix durable, juste et inclusive. Cela dit, des mesures ont été prises dans la bonne direction ces derniers temps. Je salue donc l'entente mutuelle entre les États-Unis et l'Ankara concernant la cessation des hostilités, qui constitue une étape positive pour la réduction des tensions en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Je saisis cette occasion pour remercier le sultanat d'Amman pour le rôle important qu'il a joué à cet égard. Je saisirai cette occasion et toutes les occasions possibles pour créer une dynamique en ce sens. Des efforts de paix plus larges en faveur de la reprise du processus politique intra-yéménite. J'exhorte également toutes les parties à tirer parti de cette évolution afin de concrétiser leurs engagements antérieurs en faveur d'un cessez-le-feu national, de mesures économiques cruciales et de soutenir le processus politique mené par le Yémen. Je saisis également cette occasion pour exhorter Ansar Allah à agir de manière responsable et à libérer immédiatement et sans condition tous les membres du personnel des Nations Unies, des ONG, de la société civile et des missions diplomatiques détenues. Leur détention prolongée compromet tous les efforts visant à soutenir les Yéménites les plus démunis.
Merci beaucoup. Ceci étant dit, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Bonjour, je suis Bir de l'AFP. Merci pour le briefing que vous avez fait. Vous avez dit sur le continent ici. Vous saluez l'accord entre les États-Unis et l'autorité et avez déclaré qu'il devrait être utilisé comme une opportunité de le développer et de trouver une nouvelle voie pour faire avancer la paix au Yémen. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet? Et dites-moi comment vous voyez cela comme une étape à franchir. Non, merci pour cette question. J'ai été très clair lors des précédentes réunions d'information, mais aussi dans mes autres communications publiques, sur le fait que la déstabilisation régionale et l'escalade que nous avons observée au Yémen, qui ont impliqué le Yémen et sont particulièrement liées à la tragédie qui se déroule à Gaza, pouvons-nous voir si nous pouvons. Je suis désolé, mais concernant la dimension régionale, il est nécessaire de s'attaquer à la déstabilisation régionale qui affecte la situation au Yémen si l'on veut avancer vers une résolution pacifique du conflit au Yémen. Car les problèmes sont de plus en plus complexes et il faut en régler un. Si l'on veut régler l'autre, cela ne signifie pas qu'il faut les régler tous ensemble et créer un véritable chaos. Il faut les régler séparément, mais il faut, pour garantir une désescalade sur le terrain en mer Rouge, mais aussi au niveau régional, afin d'ouvrir la voie à une éventuelle avancée. Le processus de paix au Yémen n'est pas une tâche facile. Il exigera de la persévérance. Il faudra du temps, mais nous avons une base solide pour cela. Nous avons des engagements de la part des parties, une compréhension et une connaissance solide, et nous avons également défini avec les parties les objectifs à atteindre pour parvenir à ce processus politique. C'est sur cela que je vais commencer à travailler. Sur la base de cette désescalade observée en mer Rouge, nous avons constaté une désescalade totale. Il y a encore des attaques contre Israël et des frappes de représailles. Cela doit également être pris en compte dans le contexte plus large. Merci. Si vous avez d'autres questions, merci. À bientôt. The peace process in Yemen is not an easy task. That will require perseverance. It will require time as well. But we have a basis for that. We have commitments from the parties, and we have a firm understanding and knowledge, and also set up together with the parties on what needs to be achieved in order to reach that political process. And that is what I will start working on the basis of this de-escalation that we've seen in the Red Sea. That said, we haven't seen a full de-escalation. There are still concerning attacks against Israel and retaliatory strikes, and that needs to be factored in as well in the broader schemes of things. Thanks. Any other questions? If not, then thank you all. Bye. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, le diplomate français Alain Bazalgette prononcera un discours exécutif sur le thème « Vivre le gouvernement de la France en 2025 ». En 2025, la France se trouve à un carrefour décisif de son histoire politique, sociale et économique. Après plusieurs années de transformation majeure, le pays a évolué vers une nouvelle ère marquée par des défis complexes, des innovations technologiques et un engagement renouvelé en faveur de la justice sociale et de la durabilité. Vivre sous ce gouvernement, c'est naviguer dans un paysage façonné par des politiques innovantes, une société en mutation et une scène internationale en constante évolution. Dès l'arrivée au pouvoir, le gouvernement français de 2025 a mis en avant une vision ambitieuse de la transition écologique. La lutte contre le changement climatique est devenue une priorité, avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables, la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et la promotion d'une économie circulaire. Les villes ont connu une transformation profonde, avec des infrastructures vertes, des transports en commun modernisés et des quartiers plus durables. La population a été encouragée à adopter des modes de vie plus respectueux de l'environnement, avec des incitations financières et des campagnes de sensibilisation. Sur le plan social, la France a poursuivi ses efforts pour réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale. Le gouvernement a introduit des réformes pour améliorer l'accès à l'éducation, à la santé et au logement, tout en favorisant l'intégration des communautés immigrées. La protection sociale a été étendue, notamment par l'augmentation des prestations pour les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. La société civile a joué un rôle clé dans cette transition, avec une participation accrue au processus décisionnel et une responsabilisation des citoyens. L'économie française en 2025 s'est adaptée à un contexte mondial incertain. La digitalisation a transformé le marché du travail,
créant de nouvelles opportunités tout en posant des questions sur la sécurité de l'emploi et la formation professionnelle. Le gouvernement a encouragé l'innovation, soutenant les startups, la recherche et le développement dans des secteurs stratégiques comme la santé, l'énergie et la mobilité. La fiscalité a été réformée pour favoriser une croissance plus équitable, tout en assurant la soutenabilité des finances publiques. Sur le plan international, la France a renforcé son rôle en tant qu'acteur mondial responsable. Elle a pris des positions plus fermes sur les questions de droits humains, de paix et de coopération climatique. La diplomatie française a privilégié le multilatéralisme, participant activement à des accords internationaux pour lutter contre la crise climatique, préserver la biodiversité et promouvoir la paix. La France a aussi intensifié ses relations avec ses partenaires européens, consolidant l'Union européenne face aux défis mondiaux. Vivre sous ce gouvernement en 2025 signifie aussi faire face à certaines tensions et défis. La transition écologique, bien qu'ambitieuse, a suscité des résistances dans certains secteurs économiques, notamment ceux dépendant des énergies fossiles. La gestion de la migration reste un sujet sensible, avec un équilibre délicat entre solidarité et sécurité. La société doit également faire face à la montée des inégalités numériques, avec un accès inégal aux nouvelles technologies et aux opportunités qu'elles offrent. Malgré ces défis, la France en 2025 apparaît comme un pays en mouvement, cherchant à concilier progrès économique, justice sociale et responsabilité environnementale. La participation citoyenne s'est renforcée, avec de plus en plus de Français engagés dans des initiatives locales, des mouvements citoyens et des débats publics. La culture, l'innovation et la solidarité forment le socle d'une société qui aspire à un avenir plus juste, durable et inclusif. Vivre sous le gouvernement de la France en 2025, c'est donc évoluer dans un environnement dynamique, où chaque individu peut contribuer à façonner un avenir meilleur. C'est une période de transition, de défis et d'espoir, où la France cherche à affirmer son rôle de leader responsable sur la scène mondiale tout en renforçant la cohésion intérieure. Un avenir encore à construire, mais résolument tourné vers la durabilité, l'équité et la prospérité partagée. L'article de CNN intitulé « Arrestation du maire de Newark par l'ICE et les législateurs du DHS » relate un incident majeur survenu à Newark, dans le New Jersey, où le maire Ra Baraka a été arrêté lors d'une manifestation devant le centre de détention pour migrants de Delaney Hall, récemment ouvert. La manifestation impliquait 3 députés démocrates, les représentants Bonnie Watson Coleman, Rob Menendez et LaMonica McKeever, qui effectuaient une visite de contrôle inopinée du centre. Les responsables du département de la sécurité intérieure, DHS, et de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, affirment que Baraka et les législateurs ont pénétré sans autorisation sur une propriété fédérale, ce qui a conduit à l'arrestation du maire. Cependant, Baraka nie ces allégations, affirmant avoir été invité à une conférence de presse et avoir ensuite été arrêté sur un trottoir public après s'être vu refuser l'entrée du centre. Cet incident a suscité un débat plus large sur les pratiques de contrôle de l'immigration et le droit des autorités locales à surveiller les centres fédéraux. Déclaration conjointe prononcée par l'ambassadeur Evangelos Shekeris, représentant permanent de la Grèce auprès des Nations Unies, au nom des signataires des engagements communs sur les femmes, la paix et la sécurité, sur la situation des femmes au Yémen, lors de la réunion du Conseil de sécurité. Bonjour, merci d'être venu. Nous, le Danemark, la France, la Guyane, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie, le Royaume-Uni et mon propre pays, la Grèce, également signataire au Conseil de sécurité des engagements communs en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, sommes réunis ici aujourd'hui pour exprimer notre soutien indéfectible aux femmes et aux filles du Yémen et notre profonde préoccupation face au non-respect des droits humains et des libertés fondamentales.
Le conflit qui dure depuis 10 ans au Yémen a laissé 9,6 millions de femmes et de filles dans le besoin d'une aide humanitaire en raison de l'insécurité alimentaire, du changement climatique, de la pénurie d'eau, des déplacements internes, de la restriction des moyens de subsistance et de la médiocrité des soins de santé. L'économie étrangère et l'augmentation du nombre de ménages dirigés par des femmes contraignent de nombreuses femmes et filles à des mécanismes de survie dangereux, notamment la prostitution forcée, la traite des êtres humains, le mariage précoce et forcé. Un tiers des filles yéménites sont mariées avant l'âge de 18 ans et 1,5 million de filles sont privées d'éducation. Compte tenu de ce qui précède, nous soulignons les 3 points suivants. D'abord au niveau politique. Nous exhortons tous les acteurs yéménites à œuvrer pour un cessez-le-feu national durable et permanent, avec une participation pleine, égale, sûre et significative de divers groupes de femmes à toutes les étapes du processus de négociation. Nous appelons également à un processus politique renouvelé, inclusif, dirigé et contrôlé par le Yémen, sous les auspices de l'ONU, qui respectera le minimum de 30% de représentation féminine établie par la conférence de dialogue nationale, ainsi qu'à une participation significative des femmes au gouvernement. Nous soutenons le travail de l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen et ses efforts visant à revitaliser le dialogue de paix, grâce à des consultations approfondies avec les représentantes des organisations de la société civile du Yémen. Nous félicitons également les missions des Nations Unies pour leur soutien à la Corée et à son engagement en faveur du programme de travail dans toutes ses activités, notamment par le biais de projets à impact rapide et d'actions de déminage sur le plan économique. Nous soulignons l'importante contribution que les femmes peuvent apporter à la reprise économique et aux réformes du pays, à la création d'emplois et au renforcement de la résilience de l'État et de la société. Deuxièmement, concernant la situation humanitaire, nous appelons au strict respect du droit international humanitaire et à l'acheminement rapide, sûr et sans entrave de l'aide humanitaire. Les travailleuses humanitaires sont la clé de voûte d'une réponse humanitaire efficace, sachant qu'elles dirigent la moitié des ONG humanitaires au Yémen. Toute restriction de leur capacité à mener à bien leur mission vitale est inacceptable. Nous condamnons la détention arbitraire, les abus et la détention de tous les travailleurs humanitaires, du personnel des Nations Unies, du personnel diplomatique, des militants politiques, des journalistes, des dirigeants d'organisations de la société civile et des défenseurs des droits humains dans les zones contrôlées par les Houthis, et nous appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle. Nous condamnons également les représailles contre les femmes défenseurs des droits humains. Nous saluons la précieuse contribution des femmes, des organisations de la société civile et de la consolidation de la paix, notamment en garantissant l'accès humanitaire aux plus vulnérables, en évacuant les civils des zones touchées par le conflit et en plaidant pour l'ouverture des routes et des points de passage, ainsi que pour la libération des prisonniers. Troisièmement, concernant la protection des droits humains, les parties doivent respecter l'état de droit. Nous exigeons que toutes les restrictions à la liberté de mouvement des femmes soient levées, en particulier dans les zones contrôlées par les Houthis. Cela inclut l'exigence anachronique du tuteur masculin, qui continue de restreindre l'autonomie des femmes, leur participation à la vie publique et leur accès à l'éducation. Nous sommes également particulièrement préoccupés par les violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes et des filles, y compris les femmes et les filles déplacées à l'intérieur du pays et réfugiées, et nous les condamnons avec la plus grande fermeté. Nous appelons à ce que les auteurs soient tenus responsables et à ce que les centres de survie interviennent, notamment en leur fournissant des soins de santé et un soutien psychosocial adéquat. En conclusion, en tant que membre du Conseil de sécurité, nous réitérons notre engagement hésitant en faveur d'une paix durable au Yémen, garantissant la protection, la participation et le progrès socio-économique des femmes et des filles. Merci. Il s'agissait d'une déclaration sur le Yémen, dont nous discuterons aujourd'hui au Conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La récente tournée du président Donald Trump au Moyen-Orient a entraîné des changements importants dans la politique étrangère américaine, notamment concernant la Syrie. Lors de sa visite, Trump a annoncé son intention de lever les sanctions américaines de longue date contre la Syrie, une décision qui a suscité une attention régionale et internationale. Imposées depuis 1979 et intensifiées pendant la guerre civile syrienne, ces sanctions avaient fortement restreint les activités économiques du pays.
Trump les a qualifiées d'historiquement importantes, mais désormais préjudiciables, suggérant que leur levée pourrait faciliter la réintégration de la Syrie dans l'économie mondiale. Cette décision fait suite à la rencontre de Trump avec le président syrien Ahmed al-Shara, première rencontre présidentielle américano-syrienne depuis 25 ans. Lors de cette rencontre, Trump a encouragé Shara à normaliser ses relations avec Israël, à expulser les militants étrangers et à coopérer pour vaincre Daesh. Cependant, cette décision n'a pas été sans controverse. Des responsables israéliens ont exprimé leurs inquiétudes, se sentant marginalisés par l'engagement direct des États-Unis en Syrie. Malgré ces inquiétudes, le Premier ministre Netanyahou est resté largement silencieux, réaffirmant l'engagement d'Israël à vaincre le Hamas, mais n'abordant pas publiquement les implications plus larges du rapprochement américano-syrien. Ce changement de politique s'inscrit dans un rééquilibrage plus large de la stratégie américaine au Moyen-Orient, qui comprend le renforcement des liens avec les États du Golfe comme l'Arabie saoudite et le Qatar, tout en réduisant l'implication directe dans certains conflits régionaux. L'impact complet de ces changements sur la dynamique régionale et les relations américano-israéliennes reste à déterminer. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française. Ici Maria Sarkozy, je vous dis au revoir. Le prochain journal sera à la même heure avec Albert Rochefort. Passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.